Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Et si nous évoquions le rôle du père, parce qu'on parle beaucoup d'éducation en ce moment, hier ou avant-hier, dans la presse, Aurore Berger a proposé des réponses aux émeutes de juin dans le domaine éducatif et dans le domaine de la manière dont on éduque les enfants et dont les parents s'occupent des enfants, des mesures déjà contestée. Que propose-t-elle ? On n'a pas encore tous les détails, mais elle propose des travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. Elle propose des amendes pour les parents défaillants, des amendes quand les enfants sont coupables de dégradation et avec le montant de ces amendes qui irait aux familles de victimes. Elle propose aussi des amendes pour les parents ne se présentant pas aux audiences qui concernent leurs enfants. Bien, elle souhaite aussi, je le sais, mais elle n'a pas encore développé, elle souhaite aussi responsabiliser plus les pères. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, évidemment, parmi toutes les jeunes interpellés après les émeutes de juin, 60%, je crois que parmi les mineurs, 60% étaient des jeunes de familles monoparentales. Donc, ça pose un vrai problème. Si on dit famille monoparentale, ça veut dire que le père n'est pas là, famille monoparentale. Et pour parler de cela et du rôle du père, nous avons Rosa Méziane qui est avec nous, présidente de Move Territoire et DG, directrice générale de Digital Collège, auteur de À la force du cœur, l'immigration en héritage, la nation en partage, aux éditions du Rocher. Bonjour. Bonjour. Bonjour, nous allons recevoir aussi Adama Camara, qui est membre du collectif Solidaires Agissons dès aujourd'hui. Dites-moi, Adama Camara, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Rosa Méziane, le rôle du père. Le rôle du père. Les pères sont trop souvent absents. Lorsqu'on parle de parents défaillants, on pourrait dire père défaillant, dans la plupart des cas, non ? Moi, ce qui me surprend assez, c'est que Madame la Ministre tente de pointer particulièrement les pères comme si elle n'avait pas la connaissance déjà des familles monoparentales en France. Il faut savoir qu'il y a 4 millions de mineurs qui vivent dans une famille monoparentale. Sur ces 4 millions, seulement 12% sont en garde partagée. Donc, je veux bien qu'on donne en fait un rôle aux pères, un rôle de défaillant aux pères actuellement qui sont séparés, mais il faudrait déjà peut-être que la justice tende à essayer d'avoir des vrais gardes partagés et pas uniquement un droit de visite, parce que ça commence déjà là. Et à plus forte raison quand on est des familles qui sont modestes. Aujourd'hui, c'est très confortable pour des familles qui ont les moyens de pouvoir être en garde partagée. C'est pas du tout le cas quand on n'a pas d'argent. Oui, non mais d'accord, mais la garde partagée, encore faut-il que le père remplisse ses devoirs. Oui, c'est vrai, mais je suis pas sûre que certains pères n'aient pas envie en fait de jouer leur rôle. C'est-à-dire que dès la séparation, quand la séparation, pensez que le père a envie mais le fait pas. Je crois que la société d'une manière générale n'offre pas forcément une place aux pères pour jouer leur rôle d'éducation. Et d'ailleurs, on prend le rôle du père uniquement à travers l'autorité. Non, pas que l'autorité, l'accompagnement aussi. Je suis bien d'accord, mais il faut aussi l'accompagnement de son ex-femme où il est le père des enfants. Non mais il y a une loi qui est sortie notamment sur la question des pensions alimentaires qui ne sont pas payées. Là, effectivement, on pointe du doigt les pères qui sont véritablement défaillants, ou en tout cas qui ne souhaitent pas participer à l'éducation de leurs enfants. Mais honnêtement, pour avoir eu connaissance d'un certain nombre de familles, parfois on peut être dans une famille parentale et le père essaye de jouer son rôle, mais c'est pas toujours évident. Et puis faire croire que uniquement les enfants délinquants, c'est uniquement la responsabilité des parents, c'est encore une fois méconnaître la question des fratries. Parfois, vous avez dans une même cellule familiale des enfants qui ne posent aucunement problème et vous en avez un qui effectivement est dans un cursus ou dans un parcours de délinquance. Et on n'a qu'à reprendre juste le célèbre parcours de Rachida Dati. Si on avait pénalisé ses parents en leur retirant la CAF par exemple, ou en leur demandant de payer des amendes parce que les deux frères étaient délinquants, on n'aurait pas eu une Rachida Dati, peut-être ministre de la Justice. Donc je crois qu'on peut pas avoir des notions comme ça très simplistes. C'est la faute des pères, c'est parce qu'on leur donne trop d'argent, il faut les taper au portefeuille. Je crois qu'on peut pas traiter la question de la parentalité de manière aussi simple ou aussi radicale sans penser véritablement à ce que c'est que la parentalité. Et d'ailleurs, dans la nouvelle commission qui vient à peine d'être mise en place, on a déjà 3 défections. C'est dire à quel point la philosophie que veut mener le gouvernement n'est peut-être pas la bonne. Les pères absents ?
Il y en a beaucoup, malheureusement, beaucoup de papas absents, même dans le combat qu'on mène contre les violences interquartiers. Oui. C'est vrai qu'on voit souvent les mamans, que des mamans. Lorsque je travaille en détention, avant de rentrer en détention, à les parloirs, la majorité, c'est les mamans. Il y a des bons pères. Moi, je suis pas là pour taper sur tous les papas, mais il faut se dire une réalité, il y a beaucoup de papas absents. Et des fois même on attribue le rôle du grand frère qui remplace le père, parce que même moi souvent ce qui me dérange c'est qu'à chaque fois on dit ouais mais les grands ils ne parlent plus aux petits. Mais avant d'être des grands, ces enfants-là ils ont des pères aussi. Et malheureusement il y a des papas qui sont absents. Il y a des papas aussi qui ne suivent pas la scolarité de leurs enfants, qui ne sont pas derrière leurs enfants. Et il y a des mamans, c'est pas faute d'avoir des mamans qui leur demandent. Moi, je travaille avec beaucoup de personnes, des mamans qui élèvent seules leurs enfants. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que ces mamans-là vont être pénalisées, vont faire des travaux d'intérêt généraux alors qu'elles se battent pour leurs enfants. Et ça, je trouve pas ça normal. Sanctionner les pères absents, non, mais... oui. Oui, sanctionner les pères absents. Sanctionner les pères absents, les pères qui ne prennent pas leur responsabilité. Mais comment sanctionner les pères absents? Comment c'est à eux de faire les travaux d'intérêt généraux, c'est à eux d'aller, de prendre leur rôle de père, d'être papa. C'est pas que de mettre des photos sur les réseaux sociaux, dire voilà, bon anniversaire mon fils. Être papa, c'est toute une année. Oui. Et au-delà de la sanction, je pense qu'il va falloir aussi réapprendre aux gens le rôle de parent. C'est pas si évident. J'ai croisé aussi un certain nombre de mères défaillantes. Pas plus tard que la semaine dernière, on m'a alerté d'un enfant qui avait à peine 16 ans et qui avait été jeté à la rue, et sa mère ne voulait même pas lui donner une doudoune parce qu'il faisait froid. Donc je crois que vouloir diviser la cellule familiale sur la question de la parentalité est déjà en soi une erreur. Je crois qu'il faut réattribuer le rôle de chacun, c'est-à-dire celui d'une père, aider. Mais aujourd'hui, c'est quand même fou que la première mesure qui sorte de la bouche de la ministre, c'est une amende et des travaux d'intérêt généraux, alors qu'on annonce une commission faite de pédopsychiatres, de sociologues pour travailler sérieusement sur le sujet. Et ça montre peut-être... Vous dites la répression passe avant la prévention. Quoi. En tout cas, c'est la philosophie actuelle du gouvernement. Ou avant une aide, ou un accompagnement aux parents. C'est peut-être la base. Oui. Moi, je suis assez d'accord. Poster des photos sur les réseaux sociaux, c'est pas ça, être père. Mais il faut peut-être que chacun retrouve sa place déjà dans une cellule de famille divorcée, ce qui n'est pas particulièrement évident. On parlait tout à l'heure de la garde partagée, mais c'est très compliqué pour un père d'avoir un rôle quand on n'a que un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires quand il a la possibilité de les avoir, mais parce que les bailleurs sociaux déjà n'accompagnent pas les familles qui divorcent. La plupart du temps, le parent qui s'en va se retrouve dans le privé et n'a même pas la capacité en termes de mètres carrés d'accueillir ses enfants. Enfin, dès la séparation, en fait, on n'offre pas à la cellule familiale de résister. Vous allez plus loin, vous voulez dire même que les hommes sont souvent écartés de la garde des enfants. Moi, je le crois. Quand on voit que 12% sont en garde partagée, je crois que la justice, d'une manière générale, pour ne pas rompre ce qu'on appelle le lien émotionnel avec la mère, on affuble la mère de l'éducation quasiment majoritaire de ses enfants. Et je crois que c'est une erreur de la part de la justice, parce que ça part déjà du droit de visite qui est favorisé par rapport au droit de garde. Si dès le départ on favorise les droits de garde, ça oblige aussi le père à prendre conscience en fait de sa paternité. Oui. Le père a autant de droits que la maman au niveau du JAF au bout d'un moment. Moi je suis pas séparé. Juge des affaires familiales, le JAF. Ouais, le JAF. Moi je suis un papa séparé. J'ai un week-end sur 2, la moitié des vacances. Quand je peux m'arranger pour l'avoir tous les week-ends, on s'arrange avec la maman parce que c'est pour le bien de l'enfant. Mais ça, c'est un droit de visite. C'est pas une garde partagée. Non, c'est un droit de visite. Moi j'ai la moitié des vacances scolaires et c'est un droit de visite. Un droit de visite. Et nous on s'est arrangé avec la maman, mais n'empêche, je vous donne une autre situation. Moi, ma fille, elle est dyslexique. C'est moi qui me prends la tête à prendre mon mercredi pour l'emmener à l'orthophoniste alors qu'elle habite dans l'heure. Donc, je pense pas que être papa séparé fait de nous, on peut pas être un bon père. C'est pas ça la réalité, que les papas doivent prendre leurs responsabilités. C'est ton enfant, c'est pas que l'enfant de la maman. Je suis parfaitement d'accord. Mais vous savez la différence entre le droit de visite et le droit de garde ou la garde partagée, c'est que le droit de visite, vous n'avez aucune obligation de l'honorer. C'est-à-dire que la justice... On doit avoir l'obligation de l'honorer, c'est notre enfant. C'est le principe en fait du droit de visite et du droit de garde. Pour moi, déjà de base... Pour vous, mais aujourd'hui, c'est pas la justice qui le veut. C'est-à-dire qu'en tant que père... La réalité, elle est là. En tant que père, on doit s'impliquer. Justement, on est pleinement dans la réalité. On doit faire les choses. On peut pas se trouver des excuses. Oui, mais là, je ne peux pas. Non, c'est ma fille, c'est mon fils.
je m'en occupe. Est-ce que généralement... C'est pas les grands du quartier qui doivent s'en occuper. Mais sur ça, on est les grands du d'accord. quartier, parce que moi, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunes que je suis, et souvent je fais des ateliers d'écriture, et des fois dans leurs textes, quand ils commencent à s'ouvrir, il y a marqué mon père il est parti là. Bien sûr, mais il y a une souffrance terrible. Et donc quand j'entends ça, je me dis mais où sont les papas? On se rejoint sur le constat. Quand on fait des réunions où on invite les parents, on dit les parents, et la majorité sont des mères qui viennent. 30 mamans et 2 papas, je suis désolé. Mais parce je suis obligé de dire que les papas, à un moment donné, il est là aussi, la société doit... Mais il y a des bons papas. Il y a des bons papas si je peux vous répondre. qui assument. Ouais. Mais sur ce constat-là, on va se rejoindre. Je suis la première à être désolée quand il y a des parents qui sont défaillants. Mais je crois que initialement, la société, d'une manière générale, doit changer son regard entre le père et la mère dans une cellule familiale. On a aujourd'hui, parce qu'il y a un lien émotionnel réel, parce que les femmes portent la vie sur la garde des enfants, aujourd'hui, le droit de visite n'est pas un droit de garde partagé. Vous avez parfaitement le droit, en tant que père, de ne pas honorer votre droit de visite. Oui, mais ça commence là, déjà, philosophiquement. Le fait qu'on déresponsabilise aussi les pères, ne serait-ce que dans un droit de visite. Pardon. Oui, vous avez raison. Les familles lorsqu'on parle famille monoparentale, on pense toujours à une mère et son enfant. On ne pense jamais le père et son enfant. 90% du temps, la justice donne la garde à la mère. Enfin, ça vient déjà de là. Vous pensez que ça déresponsabilise le père? Bien évidemment. Enfin, quand vous apprenez que le droit de visite n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que vous n'honorez pas, en tant que père, le droit de visite, la mère n'a aucun recours juridique vis-à-vis du père, parce que c'est un droit de visite. Un droit, on l'honore ou pas. Alors qu'une garde partagée, si vous l'honorez pas, vous avez des responsabilités. Oui, mais beaucoup de ces enfants obligés, alors on doit changer alors. Mais je crois que c'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'insiste sur la loi. Je crois qu'il est nécessaire de faire porter aux pères leur vrai rôle, c'est-à-dire leur donner pleinement leur place, parce que parfois certains qui la veulent peinent à l'avoir, effectivement, parce que c'est compliqué d'habiter à moins d'1 kilomètre, d'avoir une chambre pour pouvoir accueillir les enfants. Il y a aussi une question financière quand on se sépare, et c'est pour ça que je disais que les bailleurs sociaux ne respectent pas toujours les parents qui divorcent, et effectivement la justice doit accompagner ces nouveaux modes de vie où on a de plus en plus, enfin c'est quand même 60% des familles qui divorcent, des couples qui divorcent, et dont certains ont des enfants. Je crois qu'on doit, pour responsabiliser les pères, aussi beaucoup plus généraliser la garde partagée, ou alors mettre une obligation sur le droit de visite, que les pères aussi n'aient pas cette capacité à se défausser. Et quand ça part dès les premières années, je crois qu'on inclut plus facilement les pères. Et après, sur des mesures plus concrètes que de donner une amende ou de faire des intérêts généraux, je crois que la parentalité se réduit pas à ça. Créer du lien avec son enfant, c'est quelque chose de complexe. Et si on voit autant d'enfants capables d'écrire des raps et d'ouvrir leur cœur parce que ce sont des enfants en souffrance, c'est parce que justement, dès la séparation, quand on n'est pas dans une famille dysfonctionnelle, c'est compliqué de ne pas avoir un de ses membres de sa famille au quotidien. Bien, on va poursuivre ce débat. Il est 9h41, un peu de pub. Il y a Thierry qui nous appelle et qui a envie d'intervenir. Nous allons lui donner la parole, évidemment. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. L'un de nos auditeurs veut intervenir. Thierry. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Jacques. Bonjour Thierry. Thierry, vous dites qu'il faut faciliter l'accès à la garde pour les papas. À la garde alternée, oui. Moi, je suis divorcé, j'ai eu des soucis pour pouvoir avoir mes enfants. Moi, je réclamais la garde alternée. Il a fallu que je me batte pour avoir cette fameuse garde alternée. J'ai habité à côté de leur maman pour être juste à côté d'école. Donc, j'ai rassemblé toutes les conditions pour pouvoir avoir la garde alternée. Et on peut pas refuser la garde alternée au papa et en même temps dire ils sont jamais là, ils s'occupent pas des enfants, c'est pas possible. Oui, je comprends très bien. J'entends dire que les parents ont les mêmes droits. Non. Les mamans ont le droit de garder leurs enfants et il faut que les papas montrent carte blanche pour pouvoir garder les enfants. Vous dites qu'il n'y a pas d'équilibre dans les jugements et dans la manière dont les enfants seront élevés. Bien. Thierry, merci. Oui, on a beaucoup de témoignages comme cela. Mais Thierry est un papa responsable. Encore une fois, que fait-on avec les papas qui ne sont pas responsables ?
Que fait-on avec eux? Je crois que c'était un peu tout l'objectif de la commission. Oui. Il y a de bon nombre d'associations, et je pense que M. Camara les connaît, c'est-à-dire qu'en fait, il faut retisser du lien au sein même de la structure familiale. Et ça passe en fait par des activités communes, c'est-à-dire comprendre le rôle que chacun doit avoir dans une cellule familiale. L'autorité, elle repasse à partir du moment où on est capable de redonner pleinement le rôle au père et pleinement à la mère. Si le père a décidé, quand le père est parti, bien souvent, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand le père part et laisse son ex-femme et ses enfants à son ex-femme et ne revient pas ou revient peu, il faut que le père il part, il quitte la femme, mais pas les enfants. Bah oui, mais alors comment faire en sorte de lui donner justement ou de lui imposer cette responsabilité? Oui, mais ça passe pas que par le fait d'imposer. Enfin, je crois qu'on passe à côté le fait d'apprendre à ce que c'est que d'être un bon père ou une bonne mère. Enfin, je crois que ça tisser du lien avec son enfant, il y a plus forte raison avec un pré-ado qui traverse en fait des chamboulements hormonaux et aussi dans sa vie de jeune enfant, c'est pas quelque chose d'aisé. C'est-à-dire qu'au-delà d'obliger le père à être présent, il faut réapprendre aussi à ce que des pères repassent du temps aussi avec leurs enfants. Parfois, certains peuvent être démunis. Ne cachons pas les choses. Passer du temps en fait avec leurs enfants. La plupart du temps, les mères sont plus naturellement présentes que les pères. Pardon, quand il y a séparation, disons clairement les choses. Mais à partir du moment où elles ont la garde, ça tombe sous le sens, Jean-Jacques. Non, mais d'accord. C'est à partir du moment où elles ont le temps, où elles ont la garde, elles passent. Et en plus, d'ailleurs, c'est pas forcément du temps de qualité. Le père qui est loin et qui ne s'occupe pas de ses enfants, on fait quoi? On lui dit, on le sensibilise, on lui dit, il faut absolument. Je vous ai donné une piste de solution. Va pas plus loin. Je vous ai donné une piste de solution sur le droit de visite. Il faut lui imposer, le sensibiliser, l'imposer. Pour lui imposer. Le droit de visite, il est imposé pour moi. Pour ma part, il faut imposer aux papas absents, aux papas démissionnaires de reprendre leurs responsabilités. Un enfant, ça se fait à deux. Mais comment ? De leur imposer. Dans la société, on faire en sorte que le droit de visite soit une obligation et non plus en fait un droit. Père, en fait. C'est ton enfant, tu dois prendre tes responsabilités. Sanctions si le droit de visite n'est pas exercé. On est capable en fait de faire des sanctions si le droit de visite n'est pas exercé. Comme n'importe quelle mesure de justice. Aujourd'hui, vous ne respectez pas une mesure de justice, vous avez une sanction. Enfin, c'est le principe même en fait de la justice. Mais c'est quand même fou qu'en 2023, d'ailleurs, certains ne sont même pas au courant que le droit de visite n'est pas une obligation. C'est aussi ce qui a permis pendant des années d'avoir des pères qui se déresponsabilisent en fait. Et je crois qu'il faut aussi comprendre parce que tous les divorces ne sont pas égaux. Vous avez parfois des divorces parce que les gens ne s'aiment plus et ma foi ils se séparent, mais parfois vous avez une cellule familiale qui est déjà en soi dysfonctionnelle. Et je voudrais pas qu'on puisse peindre en fait une mère courage, une mère parfaite et un père défaillant et démissionnaire. Parfois vous avez une cellule familiale aidée aussi malheureusement par la précarité qui est dysfonctionnelle et la mère aussi a parfois des difficultés à élever ses propres enfants, même quand elle en a la garde. Je crois qu'il faut que chacun puisse retrouver son rôle de parent et la mère n'a parfois pas du temps de qualité même avec ses enfants. Réfléchir à la parentalité, évidemment. Relever les défis de la parentalité, c'est la commission qui a été créée. Nous verrons ce que donnent les travaux de cette commission, même si 3 membres ont démissionné, mais d'autres restent. Donc il y aura un rapport, il y aura des propositions concrètes. Alors, Aurore Berger se défend et dit « Moi, j'ai promis d'augmenter de 30% le budget des CAF ces 3 prochaines années, une augmentation des allocations familiales pour aider les familles qui ne s'en sortent pas. » Alors, financièrement, mais aussi en termes d'éducation. Oui, mais c'est le même gouvernement qui explique qu'il faut supprimer la CAF quand on a des enfants délinquants, tout en pénalisant en fait toute la fratrie. Non, le gouvernement n'a pas dit on va supprimer la CAF. Attendez, plus d'une fois... Les allocations. Plus d'une fois, c'est des mesures... Plus d'une fois, c'est l'opposition qui sont sorties. Dit ça. Mais c'est l'opposition qui dit cela, mais l'opposition de droite. Mais le gouvernement n'a pas proposer ça pour l'instant. Pardonnez-moi, il y a des députés qui sont pleinement en accord en fait avec cette pour mesure. Pour l'instant, Aurore Berger, je regrette qu'elle ne soit pas venue parce que je lui aurais posé la question, évidemment. De toute façon, entre supprimer la CAF et mettre une amende, l'un dans l'autre, si on ne donne pas en fait la CAF et que de l'autre côté on met une amende, on est sur une pénalisation financière. Donc on ne peut pas pénaliser. Mais je crois que taper au portefeuille, c'est croire que ces gens-là font des enfants pour la CAF. Voilà en fait le préjugé qu'il y a derrière. C'est que augmenter la CAF ou supprimer la CAF ne va pas les aider. Ne va pas les aider. Les responsabilités, c'est pas l'argent. Est-ce qu'il faut, oui ou non,
est-ce qu'il faut ou non punir d'une manière ou d'une autre les familles d'enfants délinquants? Moi, je me pose la question. Mais de toute façon, les familles des jeunes mineurs qui commettent des délits sont déjà sanctionnés parce que l'amende, c'est les parents qui prennent l'amende déjà. Au niveau civil, ils sont responsables. Déjà au niveau civil, ils sont responsables. Mais comment on fait? Moi, c'est toujours ma question que je pose à chaque fois que je vais dans une émission, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que la répression, c'est bien, ok. Quand un jeune arrive en prison, qu'est-ce qu'on fait de ce jeune? De ce jeune mineur qui va prendre moins que les majeurs parce que les peines elles sont divisées par 2. Qu'est-ce qu'on fait de ce mineur? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait à l'intérieur pour que lorsqu'il va sortir, il va prendre conscience des erreurs qu'il a commises à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question qu'on doit se poser, de taper sur les parents. Hier, j'étais en atelier avec des détenus. Je leur ai posé la question, est-ce qu'en sanctionnant les parents, vous pensez que ça va changer? Ben non. C'est leur réponse, jamais ça va changer. La réponse d'un jeune, le jeune m'a dit, si l'État veut faire quelque chose, l'État doit financer ou aider les petits à réaliser leurs rêves. C'est la parole d'un détenu. Donc, sanctionner les parents des enfants défaillants, moi, je crois que ça va même. Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Sur la partie taper au portefeuille, encore une fois, je dis que ça part vraiment d'un très mauvais constat et d'un très mauvais préjugé de croire qu'on fait des enfants pour la CAF. Enfin, je crois que seuls les gens qui n'ont pas eu d'enfants, qui n'ont pas de problèmes financiers, pensent qu'on fait des enfants pour pouvoir percevoir des allocations. Véritablement, et ça s'appelle tout simplement du mépris de classe. Donc, je crois que c'est des plus mauvaises mesures et encore une fois, on pénalise toute une fratrie et il ne faut pas croire qu'il y a une volonté de la part des parents d'enfanter des enfants pour qu'ils deviennent délinquants. Je n'ai pas rencontré une mère ou un père qui avait l'envie que son enfant tourne mal. Par contre, il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui sont dépassés. Il y a des gens qui n'ont plus la capacité de l'être. Ils sont perdus, et c'est en ça, en fait, quand je dis réapprendre à être parent, ça paraît peut-être un peu enfantin ou incantatoire, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que apprendre à communiquer avec son enfant, c'est déjà en soi une performance et que certains n'arrivent même plus à avoir retissé du lien avec son enfant, ça part de là. Quand vous avez des enfants qui sont capables d'exprimer leur souffrance, de quoi manque-t-il ? De quoi manque-t-il? D'attention, d'amour, de présence. Et ça se construit. La plupart des éduxpés que vous rencontrez, ils vont vous le dire. On a, parce qu'il y a eu parfois dans certaines familles, en fait, des faits tragiques, de la violence intrafamiliale, de la violence de parents envers les enfants et parfois des enfants envers des parents. Il faut reconstruire, en fait, ce lien. Et on pense, en fait, qu'avec une amende ou des tiges, c'est quelque chose, en fait, qui, comme par enchantement, va se retrouver. Donc, je crois pas que ce soit accompagner les familles, monoparentales ou pas, accompagner les familles pour préciser le rôle du père et le rôle de la mère, pour les aider lorsqu'ils sont perdus, lorsque ces familles sont perdues, le père et la mère face à des enfants, des préados ou des ados qu'on ne maîtrise plus, qu'on ne contrôle plus, avec lequel on a perdu le dialogue. On est bien d'accord. Mais qui viendra à ces réunions? Qui viendra? Est-ce que vous pensez que les parents viendront? Lorsqu'on fait des réunions, on doit obliger les parents à venir. Les parents doivent venir pour se rendre compte. On doit les obliger, donc. Même si c'est pas des parents défaillants. De toute façon, on ne peut pas juger quel parent est défaillant. Oui, comme elle a pu l'expliquer, quelque chose qui est vrai, c'est que le jeune n'a pas le même comportement à la maison et dehors. Dehors, il y a l'influence, il y a beaucoup de choses. Déjà, pour ma part, sanctionner le jeune, le mettre en prison lorsqu'il commet quelque chose, c'est normal. Mais pour moi, pour ma part, ce qui peut fonctionner, un jeune qui est dans son secteur d'activité, entre guillemets, dans son quartier, il faut le déraciner, il faut l'emmener loin, le réapprendre à vivre. Parce qu'aujourd'hui, les petits sont éduqués par les réseaux sociaux. On a l'impression de tout ce qu'on voit sur TikTok, Instagram et Snap, c'est la réalité. Et le réapprendre à communiquer, le réapprendre à beaucoup de choses. Le respect. Les jeunes ne savent même pas ce que c'est le respect aujourd'hui. En fait, donc la réalité, elle est là. Sur et l'aide à la parentalité, je finis 2 secondes, s'il vous plaît. Les parents, il faut les impliquer. Il faut les impliquer, parents défaillants ou pas, même au sein des établissements. Il faut qu'au moins une fois par mois, il y ait des réunions entre parents en fait. Des réunions entre parents pour parler des problématiques qui se passent réellement, que ce soit dans le collège ou à l'extérieur du collège, ou même ce qui se passe au quartier. Je pense que les parents, il faut les impliquer, parce que les parents n'attendent que ça. Moi, lorsque je fais des groupes de parents... quand vous impliquez les parents, quand les écoles impliquent les parents, qui vient? Les mères.
Mais obliger les pères à venir, mais c'est une réalité. Il faut obliger. C'est une réalité. Il faut obliger, sinon faire des réunions que papa. On va mettre les mamans de côté un peu, on va dire que les pères doivent venir. Il y a deux façons de voir les choses. L'une des premières choses, quand je vous parlais de l'aide à la parentalité, c'est la gestion des émotions. La plupart du temps, certains tombent dans une forme de violence parce qu'il y a un manque cruel de capacité à gérer ses émotions. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup d'associations travaillent en fait avec les gamins. Mais au-delà de ça, si vous êtes dans un cursus en fait de délinquance, la justice a la possibilité de contraindre les parents à être présents, même dans un process en fait d'accompagnement avec les éducateurs spécialisés. C'est plutôt avant, de façon préventive, c'est comment on fait en sorte en fait de réinclure les pères. Rachid Bensid, qui a écrit un livre sur l'immigration et notamment les pères, il parle des silences des pères et la colère en fait des enfants. Je crois qu'il y a quelque chose qui vient charrier aussi toute l'histoire de la construction des quartiers populaires et comment en fait peu à peu on a effacé aussi le rôle de père. Et il y a une nécessité en fait de réinclure le père, pas uniquement de façon coercitive. Et oui, effectivement, quand il y a nécessité et qu'il y a un vrai parcours de délinquant, mais je crois de manière presque philosophique, quand je dis que la société ne donne globalement pas le rôle au père, c'est parce qu'on estime que élever les enfants c'est un truc de bonne femme. Et donc c'est aussi casser nos propres préjugés. Et là, ça va bien au-delà des quartiers populaires. Donc il y a un nouveau paradigme à avoir sur ces sujets-là. Merci à tous les deux. C'est un sujet éternel. Malheureusement, mais il faut avancer et je regrette de ne pas avoir reçu Aurore Berger ce matin, mais je pense qu'elle viendra peut-être demain, nous verrons bien le développement de l'actualité. Merci de nous avoir accompagnés ce matin depuis 8h30. Tout de suite après les infos, Sud Radio Média, Valérie Expert et Gilles Gansman reçoivent les comédiens Jean-Philippe Janssens et Jarry. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.